Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, tant additionnels, Bola Latina ou bien la FC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 10e numéro de Lucarne Opposée est désormais disponible, un numéro consacré au rapport entre football et armée dans le monde de Hello. On rigole pas, nous on rigole pas. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposée, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et de rejoindre notamment notre Discord. Nous avons ça de nouveau, nous avons un Discord, et bien sûr de partager notre contenu en masse. Nous en avions déjà parlé à différentes occasions, mais ça ne fait pas de mal d'en reprendre une bonne lampée. Aujourd'hui, Efrica se penche sur la gestion du Oroya en Guinée. Pour en parler, les habitués le voient déjà venir, nous accueillons Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu, PM ? Eh ben écoute, ça va très bien. Un petit peu moi j'ai déménagé, plus à Paris, j'ai rejoint mon pays basque natal et je retrouve mes racines et c'est très très bien comme ça. Bon, c'est super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit point sur le football en Guinée et surtout, parce que ça fait jamais de mal, un peu de géographie, rappelle-nous précisément de quelle Guinée on parle, PM. Alors, le Oroya Athletic Club, c'est un club de Guinée-Conakry, la Guinée, parce que l'autre Guinée, c'est plutôt la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau. Et quand on parle de Guinée tout court, généralement, on fait plutôt allusion à la Guinée-Conakry, donc la Guinée, dont la capitale est Conakry. C'est un pays qui est situé juste en dessous du Sénégal et au-dessus de la Sierra Leone et du Libéria. C'est un pays qui est assez diversifié avec beaucoup d'ethnies assez importantes qui cohabitent et notamment une partie du pays qui est qu'on appelle la Guinée forestière, qui est vraiment au milieu de la forêt. C'est pas l'équateur, mais c'est déjà les tropiques, donc c'est une forêt tropicale très très dense. C'est un pays que même s'il est pas très grand, il faut énormément de temps pour pouvoir le traverser. Et puis son surnom, c'est le château d'eau de l'Afrique, donc vous imaginez un peu un pays très très vert avec pas mal d'eau et tout ça. Et d'ailleurs la capitale Conakry, c'est un port, c'est une ville qui est située sur la côte et qui est même située sur une presqu'île. Donc voilà, pour faire un petit topo géographique sur la Guinée. D'accord, c'est le pays, si je me trompe pas, c'est le pays de Pascal Faïndouno. C'est le pays de Pascal Faïndouno, qui surnomme Pasqui, qui est la légende du football là-bas. Et il y a bien d'autres joueurs. On peut parler notamment de Titi Camara pour plus ou moins la même époque pour les supporters de Marseille, s'il y en a qui nous écoutent. Et donc oui, beaucoup. C'est un vrai pays de football, la Guinée. Pour moi, c'est le Brésil. C'est le Brésil de l'Afrique, à savoir que tout le monde joue, les garçons, les filles, les jeunes, les vieux, etc. J'ai eu l'occasion d'être pas mal sur ce pays parce que j'avais eu la chance de pouvoir y aller juste avant l'épidémie du virus Ebola, donc ça remonte un petit peu, c'était en 2014 probablement. Mais vraiment ça m'avait marqué, c'est un vrai pays de football. Les gens sont tous passionnés. Et contrairement à certains pays d'Afrique, là, la passion pour le football local, elle est vivace, elle est imprégnée. Il y a du monde pour les matchs de championnat, etc. Et puis c'est un pays qui a une grande histoire de football parce que on va pas tout refaire, mais on peut inviter par exemple nos auditeurs à jeter un coup d'œil sur le magazine numéro 1 de Lucarne Opposée, dans lequel on avait fait, j'avais écrit un papier qui expliquait l'épopée du AFIA. Et le AFIA, c'est le premier club qui a gagné 3 Ligues des Champions et donc symboliquement il a gardé le trophée et donc voilà, donc c'était
un des vrais premiers grands clubs du continent, donc, qui était un précurseur, qui était donc situé aussi à Conakry, la capitale, tout comme le Horoya, on aura l'occasion d'en parler. Et donc le Horoya s'inscrit dans la lignée de cette histoire-là, et c'est c'est vraiment, je le répète, c'est un vrai pays de football, ça joue beaucoup dans la rue. Vous arrivez à 15h, c'est les enfants. Après, à 17h, c'est les enfants un petit peu plus grands. Puis à 19h, c'est les adultes. Enfin, chacun à son tour. Et c'est le dimanche, les routes sont fermées. Dans certains quartiers, ils ferment des routes carrément. Ils bloquent la circulation de manière à pouvoir installer un terrain de foot. La population s'amasse autour du terrain. Et puis c'est parti en grande compétition avec une ambiance de on s'amuse à fond. Voilà. Eh ben écoute, on fait un coucou à tous les Guinéens qui nous écoutent, à Monsieur Feindudo et à Monsieur Camara. Signalez-vous, messieurs, si un jour vous avez envie de participer à un Efrika, ce sera avec grand plaisir. Bien alors, PM, tu nous dis que la Guinée c'est un pays de foot, s'il en est. Comment il est organisé le football en Guinée ? Il y a un championnat national qui se tient régulièrement. Alors, faut savoir que la Guinée, je l'ai pas précisé dans l'introduction, c'est vrai que la Guinée c'est pas un pays qui s'est développé de la même manière. C'est un pays francophone, mais il s'est pas développé de la même manière que ses pays voisins francophones en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un pays qui s'est très rapidement détaché de la France, à l'époque avec le président Sékou Touré, qui est un président emblématique du panafricanisme, au même titre que peut l'être un Thomas Sankara ou un Kwame Nkrumah, etc. Et donc en fait ils sont rapidement détachés de la France, et donc du coup le développement du pays s'est fait de manière un petit peu différente. Par exemple, ils n'ont pas le franc CFA, et donc son économie est un petit peu plus parfois un petit peu plus complexe. Et donc le championnat, à la base, il était organisé un petit peu comme sur un système fédéral. En fait, les clubs qui représentaient un quartier plutôt. Et donc on avait dans les petites villes, donc la petite ville avait son club, et pour Conakry, on avait Conakry 1 qui représentait 2 arrondissements, Conakry 2 qui représentait d'autres arrondissements, Conakry 3 qui est notre Horoya. Et donc tous ces clubs-là, ils ont rapidement mis en place un petit championnat qui se tient depuis, je crois, 1900, je ne vais pas dire de bêtises, mais à la fin des années dans les années 60. Et donc il se tient vraiment pour le coup très régulièrement. Il y a très peu d'obstructions, comme ça peut être le cas dans certains pays où on stoppe le championnat pendant plusieurs années, pendant le temps qu'il y ait des petites crises à la fédération, etc. Et là, non, là c'est très régulier, les clubs sont assez puissants, donc on peut pas se permettre de ne pas jouer. Et puis c'est des clubs qui ont tendance à briller sur la scène continentale, on l'a dit, avec le Afia, il y a aussi l'AS Saloum et donc le Horoya, qui sont quand même des clubs qui parlent aux habitués du football africain. Eh bien, parlons-en du Horoya, justement. Quand on parle du Horoya, quand on parle de ce club, on parle de quoi précisément ? Qu'est-ce qu'il représente en Guinée ? Alors le Horoya, c'est un petit peu le successeur du Afia, dans le sens où c'est le club qui depuis 2012 et l'arrivée de son nouveau président, on aura l'occasion d'en parler juste après, qui a réussi qui est en train de dominer tout simplement allègrement le championnat local. Donc depuis 2011, on en est 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour parler des derniers titres de champion. Donc vous voyez, il manque une date, 2014, qui a été laissée pour le rival de l'AS Saloum. Sinon, c'est une domination quasiment sans partage du style de l'Olympique Lyonnais des années 2000, pour faire un comparatif un peu avec notre championnat en France. Donc c'est forcément, c'est le club qui est puissant, c'est le club qui va loin sur les compétitions continentales, et du coup c'est le club qui rassemble un petit peu tout pays aujourd'hui, même si comme j'ai dit, les clubs sont assez puissants, donc les supporters de l'AS Saloum vont pas supporter le Horoya, etc., mais ou les supporters du Afia vont pas supporter le Horoya, mais malgré tout il y a quand même une union nationale qui se crée quand on avance loin dans les compétitions continentales. Donc c'est un club qui rassemble. Le Horoya, c'est le club du alors là je voudrais pas dire de bêtises par rapport à son arrondissement, mais c'est dans la commune de Matam, dans Conakry. Donc Conakry est une presqu'île, et puis la presqu'île, le bout de la presqu'île, c'est là où on a la présidence et l'AS Saloum, et puis plus on remonte le long de la presqu'île vers le continent, et plus on arrive à les quartiers de plus en plus populaires. Et donc le Horoya, lui, il a mi-chemin entre Kaloum et l'aéroport, un petit peu pour symboliser, pour que les gens puissent visualiser l'aéroport qui est un peu en périphérie.
Et donc c'est un club un petit peu populaire dans le quartier donc de Matam où il a établi son siège et d'où il n'a pas bougé. Par contre, il y a un seul grand stade, enfin maintenant il y en a deux, mais le deuxième stade n'est pas encore vraiment opérationnel. Donc il y a qu'un grand stade à Conakry, c'est le stade du 28 septembre où toutes les équipes jouent. Donc le Oroya n'a pour l'instant pas son stade propre, même si vous allez le voir un petit peu plus tard en nous écoutant qu'on approche à ce qu'ils aient leur propre stade. Donc voilà, donc c'est un club qui représente aujourd'hui beaucoup parce qu'il est en train de gagner et qui est petit à petit en train de prendre la place du Afia parmi les tout grands clubs guinéens. Ce qui n'est pas c'est une chose très symbolique. Voilà, c'est pas une petite chose que de prendre la place du Afia, quand tu l'as rappelé en préambule, hein, le poids que pèse le Afia dans l'histoire du foot continental. Le Oroya, tu l'as subrepticement évoqué, est donc désormais dirigé par un président plutôt ambitieux. Est-ce que tu peux nous éclairer ? Par la famille, parce que du coup le président en fait, vous allez comprendre. Donc il s'agit d'Antonio Soare, qui est un homme d'affaires guinéen de Conakry, enfin il n'est pas de Conakry, mais qui est venu faire affaire à Conakry, qui a plutôt bien réussi sa vie dans le marketing et la publicité, et qui a eu l'ambition de devenir un personnage important du football africain, pas seulement du football guinéen. Et donc dès qu'il a pris en charge le Oroya, donc on est en 2012, il avait cette ambition de monter les échelons d'abord dans son pays, puis au niveau de la Confédération africaine. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec Antonio Soare, qui est le président de la Fédération guinéenne de football. Alors donc forcément, il n'est plus le président officiel du Oroya, et il a laissé la main à son fils Soufiane Soare, qui est là pour s'occuper des tâches quotidiennes, même si on imagine que son papa n'est jamais loin quand il est question des décisions les plus importantes. Et donc ce président, quand il est arrivé, moi j'ai eu le premier contact que j'ai eu avec le Oroya, en fait, c'était lors d'un forum sur le football africain qui avait lieu au Maroc en 2013. Lors du mondial des clubs, c'était l'année où le Raja Casablanca avait fait une superbe épopée, où vous avez notamment éliminé l'Atlético Mineiro de Ronaldinho. Mmh. Et donc à ce moment-là, donc le tout juste président du Oroya était en train de sponsoriser cet événement qui était un événement en partenariat avec la CAF. Et donc on était au Maroc avec un événement sponsorisé par la loterie guinéenne, parce qu'il a fait fortune dans notamment la loterie et les paris sportifs. Et donc c'était un peu surprenant pour moi de me dire, mais qu'est-ce que fait quel est l'intérêt pour les Guinea Games, donc le nom des paris sportifs guinéens, d'être affiché comme ça au Maroc et tout ça. Et puis petit à petit, avec le temps, on s'aperçoit qu'en fait c'était un moyen pour lui de rentrer dans le sérail du football et de la Confédération africaine de football. Et ça n'a pas loupé, puisque on est 7 ans plus tard, et puis il est président de la fédération, il est membre donc de la Confédération africaine, où il dirige je ne sais plus quelle cellule, mais où il a un poste assez important. Je crois qu'il est responsable des médias, ou il était responsable des médias, et il a changé de responsabilité. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vraiment s'est impliqué dans le football africain, dans les jeux du pouvoir du football africain. Et donc il a fait les choses bien, il a un petit peu d'argent, et son club s'est développé pour aussi lui permettre à lui d'évoluer, de monter et de monter personnellement. Donc on se retrouve avec un président qui est pas forcément politisé, dans le sens où il veut faire de la politique dans son pays, mais comme plutôt ça peut souvent arriver en Afrique. Comme ça peut souvent arriver en Afrique, on va avoir l'occasion de peut-être faire une petite comparaison avec le TP Mazembe. Et donc lui, c'est vraiment un président qui a son ambition personnelle était le football, et non pas d'autres ambitions comme peut être viser la politique de son pays, par exemple. Et donc en fait, depuis 2012, il a mis en place un plan de développement qui suit toujours sa route, et dans lequel lui-même évolue, puisque il est devenu président de la fédération. Et il faudrait pas être surpris de voir que dans quelques années, ce monsieur postule, pourquoi pas, à la présidence de la Confédération africaine, pourquoi pas à des postes au sein de la toute puissante FIFA, où là il ne sera plus question de football africain, mais de football mondial. Je pense que c'est quelque chose qui est dans ses cordes, et c'est une ambition qui, à mon avis, ne lui est pas étrangère du tout.
D'accord. Et juste rapidement, comment il est arrivé à cette présidence précisément? Non, en fait c'est le football. Donc depuis que donc à l'époque c'était rapproché aux arrondissements, donc c'était géré de manière avec avec les mairies de ces arrondissements-là. C'était plus ou moins des clubs d'État et puis ça s'est détaché, c'est devenu des clubs qui appartiennent un petit peu comme en France finalement à des présidents qui investissent, qui mettent un petit peu d'argent et qui essayent de développer les clubs et de les faire vivre. Donc lui, il a pris en charge l'Oroya, il y a un autre homme d'affaires très puissant qui a pris en charge l'AS Kaloum, il y a des hommes puissants des plus petites villes que la capitale qui également prennent en charge leurs équipes, etc. Donc en fait, c'est pas surprenant qu'un homme d'affaires s'immisce dans la gestion d'un club de football. Disons que c'est une étape logique parce que le football en Afrique, ça permet quand même d'avoir de la visibilité, de se faire un nom et puis je pense que quand on arrive à un certain niveau de réussite personnelle, on n'est peut-être pas réticent à l'idée que son nom soit un petit peu plus exposé sur la place publique. Et quand pour lui ça marche bien, donc forcément c'est très positif. Ça devient un personnage ultra important en Guinée. D'accord. Tu as fait l'analogie avec le club, le très puissant, sans jeu de mots, club congolais du tout-puissant Mazembe, d'un autre président ambitieux, Moïse Katumbi. Il y a une analogie à faire, il y a des différences. Pourquoi tu as fait cette comparaison? Alors tout simplement parce que je crois que quand le président Antonio Soare a eu l'ambition de redonner de faire du Oroya le plus grand club de Guinée, il s'est tout simplement inspiré de tout-puissant Mazembe. Il ne s'en cache pas. Ça a été pour lui un modèle et en ça peut être similaire dans le sens où Moïse Katumbi, le président donc du tout-puissant Mazembe, est aussi un homme d'affaires à la base, même si lui est un homme politique puisqu'il est gouverneur de sa région, le Katanga, où est situé le Lubumbashi, la ville qui accueille le tout-puissant Mazembe. Et en fait, si tu veux, c'est un petit peu similaire dans le sens où c'est des hommes qui sont importants, qui sont charismatiques, qui dégagent quelque chose, qui arrive à unir les gens autour d'eux, à rassembler autour d'eux. Et cette analogie, elle peut se faire sur le développement du club parce que je pense que le tout-puissant Mazembe qui est arrivé donc avec Moïse Katumbi à la fin des années 90, au début des années 2000, le Oroya finalement a 10-12 ans de retard par rapport à eux et on peut comparer leur évolution et on peut s'apercevoir qu'elles sont assez similaires. Après, pour juste la petite différence qui se fait au terme des présidents, c'est que d'un côté, on a un homme politique, clairement, Moïse Katumbi, qui donc en plus d'être gouverneur de sa province, a des ambitions de devenir chef d'État. Alors pour l'instant, ça marche pas trop comme il veut, mais il n'y a pas de raison qu'à l'avenir ça ne puisse pas lui arriver, parce que de par la popularité qu'il a acquis grâce au tout-puissant Mazembe, c'est devenu un homme de notoriété nationale, voire internationale. Parce que c'est un homme qui il fait partie du groupement des présidents de clubs les plus puissants, où il est notamment avec le président, avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, etc., des plus grands clubs du monde, qui est une sorte de... Alors, c'est pas en Europe, je crois que c'était le G7 ou le G16. C'était quelque chose comme ça. Hein. C'était des G et il y a eu différents numéros derrière, parce que je crois qu'il y en a qui sont rentrés et sortis. Ouais, exactement. Je me souviens, il y avait notamment l'Olympique Lyonnais qui représentait un petit peu les clubs français. Et donc là, Moïse Katumbi, il est vraiment à cette échelle, mais au niveau mondial. Et donc en fait, ça le sert parce que en termes de popularité, tout le Congo suit l'évolution du tout-puissant Mazembe. Quand c'est le tout-puissant Mazembe qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Et donc quelque part, ça lui permet à lui de valoriser énormément son image et de gagner en popularité pour pourquoi pas à terme pouvoir être présent sur les bulletins dans les urnes pour les élections présidentielles. Et par contre, cette ambition-là, on ne l'a pas chez Antonio Soare, où là, on sent clairement que lui, c'est pas la politique dans son pays qui l'intéresse, mais plutôt, voilà, comme je l'ai dit, la politique du football et gravir les échelons dans les instances dirigeantes pour pourquoi pas arriver un jour vraiment à la tête de la CAF ou à la FIFA, au conseil d'administration, aux côtés de Infantino ou de son successeur ou de ses successeurs. Mais il y a derrière ça cette ambition d'un homme qui est pas forcément que pour son club, mais finalement les deux intérêts se croisent et tout le monde grandit. Voilà, ça rayonne et ça permet à l'ensemble de grandir. Et d'un côté, on a Moïse Katumbi qui, ça fait déjà maintenant plus de 20 ans qu'il est au tout-puissant Mazembe, donc il n'a jamais lâché son club.
malgré ses ambitions politiques, il est toujours resté là parce qu'il était supporter. Alors qu'Antonio Soares, je suis pas sûr qu'il était supporter du Oroya quand il était peut-être enfant. Voilà, il y a cette petite différence-là. Faudra voir si à terme Antonio Soares sera aussi fidèle au Oroya que Moïse Katumbi l'est au Puissant Mazembe. Mais malgré tout, voilà, on a des hommes vraiment très puissants qui sont très ambitieux et qui se servent aussi un petit peu du football pour leurs intérêts personnels. D'accord. Bon, plus concrètement, revenons-en au Oroya, pardon. Plus concrètement, quels sont les projets du club aujourd'hui pour voilà, tout cela me paraît assez ambitieux. Hein, quels sont les projets du coup pour que le club grandisse en termes de gestion et en termes d'aura sur le continent? Alors déjà là, en termes de gestion, en tant qu'homme d'affaires dans la communication, dans la publicité et tout ça, c'est une personne qui a su bien s'entourer et qui a toujours eu une approche un petit peu commerciale du football, dans le sens où il savait l'importance des sponsors, de la visibilité que peut apporter le club pour le développement de marques, etc. Donc c'est un petit peu une organisation, chronologie de développement un petit peu à l'occidental en fait quelque part. Et donc lui, je pense à terme, son ambition, c'est donc de gagner la Ligue des Champions africaine, de la CAF, tout simplement. Je pense que ne s'en cache pas, que ce soit lui ou que ce soit son fils, parce que maintenant c'est donc son fils Antonio Soufiane Souaré, qui en est le président officiellement, donc il ne s'en cache pas, ils veulent gagner la Ligue des Champions, pas qu'une fois, plusieurs fois, ils veulent faire comme le tout-puissant Mazembe, ou comme le AFIA en son temps, et régner sur le football africain. Et donc, comme ils ont eu la patience de monter leur club, donc depuis 2012, on est déjà pratiquement à 8 ans maintenant, ils ont eu la patience de faire ça étape par étape. Et pour se donner les moyens de ce succès-là, déjà, ils ont recruté dans un premier temps les meilleurs joueurs guinéens. Ça leur a permis de s'installer confortablement sur le trône du football guinéen avec, je vous l'ai dit, 7 ou 8 titres dans les 9 dernières années. Voilà, on peut parler de domination sans partage. Donc dans un premier temps, ça a été établi avec les meilleurs Guinéens. Suite à ça, le club a commencé à recruter des joueurs étrangers, donc soit des Ghanéens, des Burkinabés, des Ivoiriens, en s'attendant à des internationaux. Attention, il va pas chercher des petits joueurs comme ça qui viennent se présenter, donner leur CV. On va recruter vraiment des joueurs internationaux. On est quand même sur donc un club qui va recruter ses joueurs dans les meilleurs clubs des autres pays. Donc ça permet de classer un petit peu la position du Oroya par rapport à d'autres rivales qu'il peut y avoir par exemple au Mali ou voilà au Burkina, dans les pays voisins. Et donc la deuxième étape, ça a été d'essayer de dominer, d'essayer de gagner plutôt sur la scène continentale, donc en renforçant l'effectif composé déjà pratiquement des meilleurs Guinéens avec de très bons joueurs étrangers. Et la troisième étape, ça a été de former ces joueurs. Et donc là, le président, il s'est lancé du coup, c'était encore Antonio Soares à l'époque qui avait lancé le projet. C'est le centre sportif de Yorokogia, donc qui est plus à Conakry pour le coup, qui est à entre 50 et 100 km en sortant de Conakry à l'intérieur du pays, dans un super endroit perdu au milieu de la forêt. C'est dans le petit village de Djubreka, pour ceux qui connaissent, s'il y en a qui connaissent. Parce que là, faut s'attaquer vraiment à des spécialistes de la Guinée, et donc ou à des Guinéens directement. Donc dans ce petit village de Djubreka, il a installé, il a fait construire, parce que c'est pas encore complètement finalisé, un immense complexe avec un petit peu dans le style de ce que peut avoir l'ASEC Mimosa à Abidjan, avec donc plusieurs terrains de foot synthétiques, pelouse naturelle, donc des salles, infrastructures, quoi. Des immenses infrastructures avec un hôtel avec une piscine, etc. Donc un réfectoire, un internat pour les jeunes. Enfin voilà, vous imaginez un peu au milieu de la nature, avec un énorme piton rocher en arrière-plan. Ça doit être joli. Intégré, ouais, c'est plutôt bien intégré à l'environnement. C'est pas du tout vilain esthétiquement. Et puis c'est vraiment un endroit qui doit être une concentration de performances sportives, et où du coup voilà, les jeunes peuvent se concentrer uniquement sur le football. J'avais eu l'occasion
Justement, PM, tu as parlé de jeunes, tu as parlé de la SEC Mimosa, qui est un grand club formateur sur le continent. Là, pour l'instant, on a parlé en termes d'ambition de recrutement, on a parlé d'infrastructure. On sait que l'Afrique, c'est un immense vivier de football. Que parfois, ce qui pêche, c'est, à quelques exceptions près, bien sûr, c'est la formation que l'Europe a tendance à lui voler. Est-ce qu'il y a des projets en termes de formation derrière le Oroya ? Ben oui, puisque du coup, ce complexe-là, il accueille l'académie du club, donc qui en est déjà à sa 3e promotion. Donc, ça a été lancé en 2016, je crois. La première promotion a été lancée en 2016. Et justement, leur intérêt maintenant, c'est pas de recruter les meilleurs joueurs guinéens, c'est de les former. Donc, oui, quelque part, c'est de les recruter, mais c'est de les recruter à un très jeune âge pour pouvoir les aider à atteindre un niveau encore plus important, plus rapidement. À l'image de ce qu'a fait le TP Mazembe, parce que le TP Mazembe aussi, voilà, encore une fois, j'invite les auditeurs à lire un petit peu dans nos magazines ou sur le site internet. On a déjà parlé de la formation au Tout-Puissant Mazembe, de l'académie du Tout-Puissant Mazembe, donc, qui a été lancé. Magazine numéro 3 sur la formation. Et donc ça a été lancé au TP Mazembe au début, en 2012, je crois, ou 2013. Donc il n'y a pas vraiment un grand décalage. Il y a 3 ans d'écart du coup au niveau du centre de formation, mais il y a vraiment cette ambition de former donc à la fois des joueurs pour le Oroya, mais également des Guinéens pour la sélection nationale et pour que le suivi national puisse essayer d'être encore plus performant aussi sur l'échelle continentale. Et ils participent régulièrement à la CAN, mais malheureusement ils n'en sont pas encore au point de pouvoir la gagner. Il leur manque un petit peu de talent. La Guinée, c'est pas un pays qui peut s'appuyer du coup sur une diaspora super importante comme le Mali, comme le Maroc, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de joueurs binationaux formés du coup en Europe, sur lesquels la sélection nationale peut s'appuyer. Du coup, comme je vous l'ai dit, vu que la Guinée s'est rapidement détachée du colonisateur français, et ben il n'y a pas eu tous ces échanges-là, il n'y a pas une importante diaspora guinéenne, et du coup, les talents ils sont sur place. Je sais pas si c'est une des raisons qui fait que la Guinée n'arrive pas à gagner de CAN, mais dans tous les cas, voilà, ils sont obligés eux de s'appuyer sur leur formation locale et pour ça, il y avait plein de petites académies, notamment dont on l'a dit, Titi Camara, l'ancien joueur de Liverpool et de Marseille notamment, ou de Lens aussi, je crois. À lancer son académie. Il y a plein de petites structures parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs guinéens qui jouent en Europe, donc c'est qu'ils ont été formés, c'est des petites structures, mais jamais à l'échelle d'un club et jamais avec autant de moyens dans un centre. Vraiment, je sais pas si c'est comparable à quand même peut-être pas aussi développé que Clairefontaine, mais c'est vraiment un centre de cette taille-là, quoi. On est vraiment sur cette échelle-là avec énormément de jeunes qui sont concentrés vraiment pour arriver à la performance où on rassemble les meilleurs Guinéens et du coup cette émulation forcément elle se crée et à terme ça devrait pouvoir permettre d'avoir des joueurs encore plus performants que ce qu'ils peuvent avoir maintenant. Tiens, on a cité Fainduno, on a cité Titi Camara. Petite parenthèse, je me trompe pas, il y a aussi le frère de Paul Pogba, il y a aussi Florentin Pogba en sélection actuellement. Ouais, justement lui il fait partie des binationaux. Il y a aussi Ibrahima Traoré qui alors est-ce qu'il joue en France, j'ai un trou, je me souviens plus de son club en France. Il joue en Allemagne à Mönchengladbach depuis un petit moment, qui lui est natif de région parisienne. Il y a aussi Simon Fallet, l'ancien défenseur de Metz, qui est lui aussi en Allemagne, qui joue pour le Chili. Donc il y a quand même un petit groupe de binationaux, mais justement ça se passe pas très bien, les binationaux et les locaux. Il y a souvent des petits clashs, il y a des petits problèmes. Il y a des petits problèmes. Il y a toujours des histoires qui sortent au moment des compétitions, donc on peut pas dire que l'ambiance soit au beau fixe et que tout le monde pousse dans le même sens. Donc donc on a affaire, pardon, tu m'excuses, je me suis un peu perdu dans mes propos. Oui, on a affaire à pas forcément à ce cercle vertueux qu'on peut avoir dans d'autres pays, par exemple au Mali, où les binationaux et les nationaux s'entendent plutôt très bien et tout le monde tire dans le même sens. Là ça se tire un petit peu dans les pattes, donc on n'a pas les performances qu'on pourrait escompter. Et pour citer parmi les Guinéens, comme on est en train de donner des noms, il y a aussi Naby Keita de Liverpool, le milieu de terrain, qui est en ce moment de la sélection. Il y a François Kamano à Bordeaux. Tout ça, c'est des joueurs qui sont formés en Guinée.
voilà, hormis donc Pogba, Traoré, Fallet, etc., quelques petites exceptions, on a quand même la majorité des joueurs qui sont formés sur place. Et là, la Guinée a notamment fait de bonnes prestations avec ses équipes de jeunes lors de la dernière CAN, ils ont participé au dernier mondial. Et parmi l'effectif, il y avait une bonne partie de joueurs du Oroya. Donc ça montre que quand même c'est un projet qui avance et qui se concrétise. D'accord. Pour terminer, on a parlé de tous ces projets, certains mis en place, comme les infrastructures, les méthodes de recrutement. Bon, tout ça, voilà, c'est encore, tu l'as rappelé, le président n'est là que depuis 2012. On n'est qu'au début de quelque chose. C'est pas un projet qui a autant d'histoire que, par exemple, celui du TP Mazembe. On a fait la comparaison. Dans quelle mesure ce projet est-il réalisable à long terme ? Je pense que le projet est en cours, est vraiment sur le chemin du succès, parce que donc j'ai parlé des internationaux qui font partie de l'effectif. Parmi eux, il y avait un mondialiste, le gardien du Sénégal, Kadim Ndiaye. Donc voilà, un club africain d'Afrique subsaharienne qui est un joueur mondialiste, sachant que son pays n'est pas qualifié. C'était le seul à la dernière Coupe du Monde, je crois d'ailleurs. Le seul représentant. Il y avait des Égyptiens. Ouais, il y avait des Égyptiens, ouais, mais en Afrique subsaharienne, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient dans les clubs. C'était peut-être le seul, tu as raison. Et donc ça montre quand même que voilà, c'est un club puissant, Kadim Ndiaye, donc international, qui participe à la Coupe du Monde. Il est toujours au Roya à l'heure actuelle. Les meilleurs joueurs restent. Ils ont recruté dernièrement Aristide Banquet, qui est un international burkinabé qui a joué dans beaucoup de clubs. Il a joué dans le Golfe, il a joué aussi un petit peu en Europe, il a joué en Égypte, et voilà, c'est un club qui est capable d'attirer ce genre de profil, de payer des salaires importants. Donc forcément, quand tu amènes de l'expérience, quand tu amènes des mondialistes, quand tu amènes des joueurs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, tu donnes des chances à ton projet de se concrétiser, parce que en plus là, en rajoutant des jeunes prometteurs que tu as formés à l'intérieur, tu arrives à faire un cocktail qui, à mon avis, ne pas amener qu'au succès. Et d'ailleurs, le Oroya, donc quand on a commencé nos podcasts, on en parlait déjà du Oroya en Coupe de la Confédération, en Ligue des Champions. Ils étaient encore parmi les outsiders. Voilà, est-ce qu'ils vont réussir à sortir les clubs maghrébins, etc. Et maintenant nous sommes en 2020, le Oroya est aujourd'hui un club craint par les maghrébins. Quand tu sais que tu vas jouer le Oroya, tu te dis ça va être compliqué de se qualifier. Et d'ailleurs, le Oroya est sorti de sa poule en Coupe de la Confédération. On attend à ce que normalement les demi-finales devraient se jouer. Voilà, d'après les dernières nouvelles, au mois de septembre. Et le Oroya sera dans le lot, il fera partie des favoris pour le titre en Coupe de la Confédération, tout simplement. C'est pas encore la Ligue des Champions, mais c'est une étape symbolique importante. Et je crois que s'il la gagne pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais en tout cas, c'est clairement dans un futur très proche que le Oroya va pouvoir commencer à récolter les premiers fruits de son succès, de son travail plutôt. Et non, sincèrement, je pense qu'on a affaire là à un projet très sérieux de par la stabilité de son président, l'ossature du club, la manière dont le club a été construit depuis 2012, avec des bases solides. Il y a du sponsoring, je l'ai pas dit, mais sur les réseaux sociaux, le Oroya, c'est un club hyper actif. Ils ont un site internet qui est mis à jour tous les jours. Ils ont une équipe de journalistes qui est là pour faire la communication, parce que voilà, on parle d'un club omnisport. Alors ils ont des résultats en handball assez probants, en basket aussi un petit peu, mais c'est un club qui a vraiment mis les moyens d'être puissant en Guinée, mais aussi de pouvoir s'exporter en Afrique et dans le monde. Je sais pas, par exemple, le TP Mazembe a un site internet aussi depuis quelques années, mais je me demande si le Oroya a pas eu son site internet au même moment, quoi. Vraiment, ils ont pas tardé à mettre en place tout ça. Et mis bout à bout, tu vois, ça peut paraître un petit détail, mais être présent sur les réseaux sociaux, ça donne de la visibilité à ses joueurs. Ça donne de la visibilité à la performance. Ça donne de la visibilité pour essayer de rassembler les jeunes Guinéens pour qu'ils deviennent supporters du Oroya, etc. Donc c'est un effet boule de neige en fait qui
qui est mis en place et que vraiment le président Soirée n'a pas lésiné à mettre des moyens dans ces petits détails qui font que le club a déjà cette réussite qu'il a actuellement et puis que je pense que cette réussite sera encore plus grande dans les années à venir. Voilà, maintenant, est-ce que le club survivra à son président? Parce que peut-être qu'à un moment ou un autre, la séparation avec la famille Soirée devra se faire. Et est-ce que là, le club sera capable de continuer sur cette voie-là? Je sais pas encore. Le TP Mazembe probablement survivra à Moïse Katumbi. Le Oroya, je sais pas s'ils sont déjà prêts à pouvoir le faire. Mais de toute façon, rien n'indique que la famille Soirée laisse le club dans un futur proche et même lointain. Donc là, je me projette sur quelque chose qui est une hypothèse, une vraie hypothèse lointaine et pas d'actualité du tout. Très bien, bon, on va suivre lucarne opposée, on va suivre l'histoire du Oroya, on va voir si la boule de neige devient une avalanche en Guinée et en Afrique, puis bien sûr, on va continuer sur lucarne opposée de suivre le foot guinéen, le foot subsaharien, le foot africain, de manière générale, et tous les autres footballs. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Écoute, c'est moi qui te remercie, c'était un grand plaisir. Il y avait encore plein de choses à dire sur ce club, mais vous inquiétez pas, il y aura des articles, que ce soit dans le magazine ou le site internet. Voilà, ça fait partie des futurs monuments du football africain, donc habituez-vous à ce nom, le Oroya Athletic Club, le HAC, comme le Havre. Ça va être un nom qui deviendra, je pense, incontournable dans les années à venir. Super. Merci aussi à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis!